Les chaînes mordaient les poignets de Zara Kenyatta tandis que le fourgon de transport passait en trombe devant le panneau indiquant le pénitencier de haute sécurité de Riverside. Quelque chose clochait. Riverside était la prison pour hommes la plus dangereuse du pays. Elle n'était pas censée être ici ou elle n'était pas censée aller en prison du tout. Quelqu'un l'avait piégée. Quelqu'un essayait de la tuer. Derrière son regard fixe se dévoilait une froide évaluation tactique tandis que des centaines de détenus violents évaluaient leur nouvelle proie à travers les barreaux des fenêtres. Ils pensaient qu'elle tomberait facilement. Ils avaient tort. À travers la fenêtre blindée, Zara observait les terres agricoles défiler aux des kilomètres de champs de maïs et de soja qui signifiaient qu'elle se dirigeait vers le nord, et non vers le sud, en direction du centre pour femmes de Millbrook. Elle avait mémorisé l'itinéraire de transport pendant 3 nuits blanches au centre de détention du comté. Ce n'était pas ça. Conducteur, a-t-elle appelé à travers la cloison, nous avons raté la bifurcation à une trentaine de kilomètres. Le garde assis sur le siège passager se retourna, le visage marqué par l'indifférence bureaucratique. Tu arriveras à destination, détenu. Tais-toi et tais-toi. Zara pinça les lèvres, refoulant l'autorité qui lui donnait des ordres. Le sergent-chef Kenyatta était enfoui sous une couche d'identité civile pour une bonne raison, ici, elle n'était qu'une autre condamnée en combinaison orange. L'arrestation lui semblait encore surréaliste. Un instant, elle était en train de chercher du lait dans la glacière de l'épicerie. L'instant d'après, elle était face contre terre sur du linoléum, un genou dans le dos. Zara Kenyatta. Vous êtes en état d'arrestation pour vol à main armée et complot, avait déclaré l'inspecteur, d'un ton neutre, comme s'il lisait une liste de courses. Il y a eu une erreur, avait-elle insisté, sentant le sang couler à l'endroit où sa lèvre s'était fendue. Les clients se figèrent autour d'elle, téléphones éteints, filmant son humiliation. Dis-le à ton avocat. Son avocat, David Steinberg, avait répondu à toutes ses attentes, 30 ans d'expérience en défense pénale, une réputation de préparation rigoureuse et un palmarès de victoire dans des affaires impossibles. Il avait passé des heures à démonter le dossier de l'accusation, à retrouver des témoins et à contester chaque élément de preuve. Cette affaire est un fiasco, lui a-t-il dit. La chronologie est incohérente, l'identification des témoins est pour le moins douteuse, et ils n'ont aucune preuve matérielle vous reliant à la scène du crime. Alors pourquoi ai-je l'impression de lutter contre la montée? Steinberg se frotta les tempes, paraissant plus vieux que ses 60 ans. Parce que le procureur Brennan se présente à sa réélection, réalisa Zara. Il a besoin de condamnations retentissantes, et les braquages de banques sont bien vus dans les médias. Des témoins clés avaient été intimidés et contraints de modifier leur version. Les images de vidéosurveillance de son emplacement réel ce matin-là avaient mystérieusement disparu. Le juge avait rejeté toutes les requêtes et rejeté toutes les objections. Je n'ai jamais rien vu de tel, avait déclaré Steinberg après le verdict, la voix creuse. C'est comme s'ils avaient décidé de l'issue du procès avant même que nous entrions dans la salle d'audience. La juge Holmes avait semblé mal à l'aise, évitant tout contact visuel lorsqu'elle avait prononcé la sentence, 10 ans de détention dans un établissement à sécurité minimale, avec possibilité de libération conditionnelle dans 7 ans. La sécurité minimale impliquait des programmes éducatifs, une formation professionnelle, un retour à la vie civile. Alors pourquoi cette camionnette de transport roulait-elle vers des tours de garde et des barbelés? À travers le pare-brise, Zara vit le panneau « Pénitencier de haute sécurité de Riverside au personnel autorisé uniquement ». Son sang se glaça. « C'est mal », murmura-t-elle en se penchant en avant. « Je suis censé aller à la prison pour femmes de Millbrook. » Le garde ne s'est même pas retourné. L'ordinateur dit le contraire. La camionnette franchit les grilles, croisant des agents armés postés dans des miradors. Dans l'esprit de Zara, une évaluation tactique se mit en marche, au mur, périmètre multiple, protocole de sécurité maximale. Cet endroit était conçu pour détenir les criminels les plus violents de l'État ou tous des hommes. Le fourgon s'arrêta dans une cour en béton entourée de bâtiments en briques grises qui semblaient avoir été construits dans les années 1960 et jamais rénovés. D'autres détenus en combinaison orange circulaient dans la cour en groupes dispersés, leurs yeux suivant machinalement le nouvel arrivant. Kenyatta, allons-y. Le traitement n'attend personne, aboya un sergent trapu au regard mort. Il y a eu une erreur, dit Zara en descendant, les chaînes rendant chaque mouvement difficile. Je suis censé être dans un centre pour femmes. Voyez, vous êtes classé dans un logement pour hommes. Vous pourriez peut-être régler ça avec le directeur après l'enregistrement, dit-il en haussant les épaules. Je ne fais pas les règles. Je me contente de suivre les formalités administratives.
Alors qu'elle se dirigeait vers le bâtiment d'admission, Zara aperçut des détenus qui l'observaient depuis les fenêtres grillagées, certaines curieuses, d'autres prédatrices, toute la jaugeant du regard calculateur d'homme ayant appris à exploiter sa faiblesse. 15 années d'opération secrète lui avaient appris à décrypter les situations dangereuses, son instinct lui criait qu'il s'agissait d'un piège. Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour la placer dans l'endroit le plus dangereux possible. Le processus d'admission ressemblait à un hachoir à viande, fouille à nu, douche dépouillage, examen médical par une infirmière qui levait à peine les yeux de son bloc-notes. Durant tout ce temps, Zara conservait le regard perçant qu'elle avait perfectionné lors de son service militaire, ne révélant rien et cataloguant mentalement chaque détail. Y a-t-il des problèmes médicaux que nous devrions connaître, a finalement demandé l'infirmière en établissant un contact visuel. Pas de médicaments, pas d'antécédents de violence, répondit Zara, marquant une pause d'une fraction de seconde. 15 ans de meurtre classé secret, mais ce n'était pas ce qu'il demandait. L'agent d'accueil, un homme nerveux nommé Rodriguez, plissa les yeux vers son écran d'ordinateur. La classification indique un logement pour hommes. Il leva les yeux vers Zara, puis reporta son regard sur l'écran. « Vous avez un problème d'identité sexuelle ? » « Je suis une femme, dit-elle doucement. »« Il y a eu une erreur administrative, dit-il en haussant les épaules. Le directeur Kirk corrigera ça demain. Pour l'instant, vous êtes envoyé au bloc C, en population générale. Ne devrait-elle pas être en détention préventive jusqu'à ce que l'affaire soit résolue ? Rodriguez a simplement tapé sur son clavier. L'ordinateur est le maître. De l'autre côté de la ville, Vincent Caruso se versa 3 doigts de scotch dans son bureau du centre-ville. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des étoiles. L'entrepreneur de la défense, qui avait bâti son empire sur ses relations avec le gouvernement, s'accorda un moment de satisfaction. Son téléphone vibra et un message lui parvint, colis livré. Parfait. Après 3 ans de planification, Zara Kenyatta était exactement là où il la voulait. La femme qui lui avait coûté 40 millions de dollars en contrat avec le ministère de la Défense était désormais piégée dans la prison la plus violente de l'État, entourée de prédateurs à qui on avait dit qu'elle n'avait pas sa place. C'était une indique. Caruso avait appris la patience en observant ses ennemis. Lorsque le sergent-chef Kenyatta a révélé les factures frauduleuses de son entreprise en Afghanistan, elle a cru rendre justice. En réalité, elle a détruit son plan de retraite et le fonds fiduciaire de sa fille. L'enquête du Pentagone qui a suivi a mis son entreprise sur la liste noire de tous ses futurs contrats. Mais Vincent Caruso était patient. Il a attendu qu'elle prenne sa retraite, qu'elle soit au plus bas. Quelques coups de fil judicieux, des contributions stratégiques à sa campagne, et soudain, Zara Kenyatta était confrontée à des accusations qui tiendraient au diable l'innocence. Le plus beau, c'était la possibilité de déni plausible. Si on posait la question, il s'agissait simplement d'une incompétence bureaucratique, un pépin qu'il avait envoyé au mauvais endroit. Son téléphone a sonné. Procureur Brennan. C'est fait. La voix de Brennan était neutre. Elle est à Riverside. Des complications ? L'agent d'accueil semblait perplexe quant à l'affectation au logement, mais il suivit le protocole. Elle est en population générale, comme demandé, dit-il. Caruso sourit. Et les restrictions de communication au standard pour les affaires médiatisées. Pas d'appel pendant une semaine. Le courrier est retardé pour des raisons de sécurité. Son avocat ne saura même pas où elle est avant que les documents ne soient parvenus. Excellent. Et nos amis à l'intérieur ? Votre contact est informé. D'ici demain matin, la rumeur se répandra qu'elle est une informatrice fédérale. Caruso raccrocha et leva son verre pour un toast silencieux. La justice, il l'avait appris depuis longtemps, n'était qu'une marchandise parmi d'autres, à acheter et à vendre. Ce soir, il en avait enfin eu pour son argent. De retour à Riverside, Zara suivit l'agent Rodriguez dans un dédale de couloirs empestant le désinfectant et le désespoir. Les murs étaient d'un verre institutionnel, seulement percés de portes en acier percées de petites fenêtres laissant entrevoir les cellules situées plus loin. Le repas est à 18h. On s'éteint à 22h, expliqua Rodriguez. Tu auras ton travail demain. Essaie d'éviter les ennuis. Ils s'arrêtèrent à la cellule 47. À travers une vitre blindée, Zara aperçut son nouveau chez-soi, 2 couchettes étroites, un minuscule bureau et des toilettes sans siège. Son compagnon de cellule était un homme imposant, couvert de tatouages dont plusieurs étaient des symboles de la suprématie blanche. « Ce n'est pas possible, dit-elle.
Rodriguez ne se retourna pas. Bienvenue à Riverside, Kenyatta. J'espère que tu aimes ton nouveau colocataire. La porte de la cellule s'ouvrit dans un bourdonnement électronique. À l'intérieur, sa compagne de cellule leva les yeux de ses pompes. Son regard parcourut son corps avec une faim non dissimulée. Tiens, dit-il d'une voix grave. Noël est arrivé tôt cette année. Zara entra, son entraînement militaire prenant le dessus tandis qu'elle évaluait silencieusement les menaces et les voies de fuite. La porte se referma derrière elle avec une irrévocabilité qui résonna jusqu'à ses os. Elle était prisonnière d'une cage avec un prédateur, entourée de centaines d'autres, dans un système conçu pour la briser. Mais Caruso avait commis une erreur cruciale, il avait supposé que 15 années de service militaire l'avaient amolli, que la retraite avait émoussé son caractère. Il allait bientôt découvrir à quel point il avait tort. Son compagnon de cellule l'encerclait comme un requin flairant le sang. « Je m'appelle Briggs, dit-il en contractant les muscles tendus sous son uniforme. Je suis ici depuis 8 ans, pour ce que j'ai fait à la dernière femme qui m'a trahi. »« C'est noté, » répondit Zara en s'emparant du lit du bas avec un calme délibéré. Elle avait affronté des combattants talibans et des assassins de cartel. Elle ne se laisserait pas intimider par un raciste colérique. Briggs s'approcha, son haleine empestant la cigarette et quelque chose de plus infect. « Ça va être sympa de te dresser. » Zara soutint son regard avec la même expression qu'elle avait utilisée pour les nouvelles recrues qui se croyaient fortes. « Je dors léger et je me réveille vite. Touche-moi pendant que je suis à terre, et tu te réveilleras à l'infirmerie. » L'espace d'un instant, une lueur passa dans les yeux de Briggs, l'incertitude, peut-être même la conscience que ce ne serait pas aussi facile qu'il le pensait. Puis son visage se durcit. « On verra bien, princesse. » La première nuit se passa sans incident, mais Zara ne dormit pas allongée sur le mince matelas, elle écoutait des conversations lointaines, le bruit des portes métalliques et des cris occasionnels qui auraient pu être des bagarres ou des cauchemars. Par la petite fenêtre, des projecteurs balayaient la cour selon un rythme régulier. Au matin, on l'escorta à la cafétéria pour le petit déjeuner. Le silence se fit à son entrée, des centaines d'yeux scrutant chacun de ses mouvements. Elle avait déjà affronté des environnements hostiles, mais là, c'était différent. Ces hommes n'avaient rien à perdre et des années de rage refoulées à la recherche d'une cible. Elle prit son plateau des œufs brouillés qui ressemblaient à du caoutchouc, du pain grillé qui pouvait servir d'arme et trouva une table libre. En quelques minutes, 3 détenus s'installèrent en face d'elle. Le chef était un homme mince, les tatouages de la prison s'étalant sur le cou et les mains. « Tu es le nouveau poisson, dit-il. » Ce n'était pas une question. C'est vrai. Zara soutint son regard. On dit que tu es une sorte d'indique au sein du gouvernement fédéral. C'est vrai? L'homme se pencha. Les mouchards ont une odeur. Tu sens le flic. Je sens comme quelqu'un qui veut prendre son petit déjeuner en paix, répondit-elle d'un ton égal. Il rit, mais sans humour. Les jours paisibles sont révolus, balance. Habitue-toi à regarder par-dessus ton épaule. Ce n'est pas une simple braqueuse de banque. On dit dans auquel est une informatrice fédérale, aidant les fédéraux à arrêter de grands noms. Les yeux de Hess s'illuminèrent d'un intérêt prédateur. C'est une cible de grande valeur, murmura-t-il d'une voix basse et affamée. Quelqu'un veut qu'elle ait un accident, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des accidents ici, répondit le garde avec un sourire en dents de requin, surtout lorsqu'il s'agissait d'indiques. En s'éloignant, et planifié déjà. La réputation de la confrérie dépendait de la démonstration du sort des rats et rien n'entretient la peur autant que de faire un exemple avec un informateur fédéral. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que leur cible avait passé des années dans des endroits où un seul faux pas signifiait la mort. Des décisions prises en une fraction de seconde avaient séparé les vivants des morts plus de fois qu'elles ne pouvaient en compter. Les chasseurs allaient découvrir qu'ils traquaient la proie la plus dangereuse qu'ils aient jamais rencontrée. La confrontation dans la cour eut lieu le 4e jour de Zara. Elle parcourait le périmètre pendant la récréation, cartographiant par habitude les lignes de vue et les voies de fuite, lorsque 3 membres de la confrérie se mirent en travers de son chemin. Ils avaient bien choisi leur emplacement, un angle mort, hors de la vue dégagée des tours de garde. Fin de la file, balance, grogna le premier homme, une silhouette nerveuse aux yeux tatoués en forme de larme. Ses compagnons la flanquèrent, lui coupant toute retraite. Zara s'arrêta et se tourna lentement vers eux, les mains détendues à ses côtés. « Vous cherchez quelque chose, les gars ? Nous cherchons à envoyer un message à tous ceux qui envisagent de coopérer avec les fédéraux, a déclaré le 2e agresseur en faisant craquer ses articulations.
Mauvaise personne, répondit calmement Zara. Je ne suis pas une balance. Le troisième homme, bâti comme un secondeur, rit. C'est ce qu'ils disent tous. Mais on a de bonnes infos. Ils avançaient à l'unisson, une attaque coordonnée destinée à submerger. Mais Zara n'était pas la plupart des victimes. Dès que le premier homme s'élança, 15 années d'entraînement au combat reprirent le dessus. Elle fit un pas de côté, lui enfonça le coude dans le plexus solaire et le regarda s'effondrer, haletant à genoux. Le secondeur chargea sur sa gauche. Zara pivota et lui balaya les jambes, l'envoyant tête la première dans le béton. Le troisième attaquant hésita une seconde fatale et indécise, lui laissant le temps de lui saisir le poignet et de le tordre jusqu'à ce que quelque chose se brise. Les trois hommes étaient à terre en moins de 10 secondes. Quelqu'un d'autre veut discuter de ma coopération avec les autorités fédérales, demanda Zara. Mais le silence régnait dans la cour. Toute conversation s'était interrompue. Tous les ballons de basket avaient cessé de rebondir. Les gardes accoururent, sifflant bruyamment. Tout le monde à terre, tout de suite, ordonnèrent-ils. Zara leva les mains et tomba à genoux, sans quitter des yeux la foule de détenus de l'autre côté de la cour. Elle lut sur leur visage qu'ils reconnaissaient peu à peu, ce n'était pas une femme sans défense qui avait eu de la chance. C'était un prédateur déguisé en proie. La nouvelle du combat se répandit dans le réseau de communication de Riverside plus vite que les ragots d'une petite ville. À l'heure du dîner, tous les détenus de l'établissement savaient que le nouveau poisson avait abattu 3 membres de la confrérie sans la moindre difficulté. Dans l'aile de sécurité maximale, et bouillonnait de rage. Le rapport de son lieutenant résonnait à travers les barreaux de la cellule, 3 de nos hommes abattus par une femme. C'était loin d'être le cas. Vipé, ajouta le lieutenant. Elle se déplaçait comme une professionnelle. Elle frappa du poing le mur de béton. Le pouvoir de la confrérie reposait sur la peur et la violence. S'il ne parvenait pas à maîtriser une seule femme, tous les autres gangs flaireraient la faiblesse. Doublez la prime, gronda Teil. Et la prochaine fois, envoyez-en plus de 3. Pendant ce temps, dans l'aile administrative, le directeur Kir a dû répondre à des questions gênantes de la part de son chef de la sécurité. Monsieur, il faut qu'on parle de la détenue Kenyatta, commença le capitaine Rodriguez en feuilletant son rapport d'incident. C'est la 3e fois cette semaine qu'on s'enquiert de son logement. C'est évidemment une femme, mais l'ordinateur indique une classification masculine. Les gardiens sont perplexes. Les détenus posent des questions, et maintenant, elle se retrouve au milieu d'une bagarre dans la cour. Kir se massa les tempes. Il avait reçu des instructions très précises concernant Kenyatta de la part de personnalités importantes. Quelle est votre recommandation? Une garde protectrice jusqu'à ce qu'on règle les formalités administratives, suggéra Rodriguez. Non, rétorqua Kir plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Elle reste dans la génération pop. La classification informatique est maintenue. Rodriguez fronça les sourcils. Sauf votre respect, monsieur, cela ne vous regarde pas. Cette femme sait visiblement se débrouiller seule. Kir se raidit. Fin de la discussion. À 2 états de là, le colonel Morrison découvrit l'étendue de ce mystère. Le service du personnel du Pentagone avait été d'une grande aide, jusqu'à ce qu'il mentionne le nom de Zara. Des dossiers disparurent subitement, des dossiers furent scellés, des appels sans réponse. Il fallut 3 faveurs et une ligne directe avec un vieil ami de la Défense Intelligence Agency pour déterrer l'intégralité de son dossier militaire. Ce qu'il découvrit le glaça. Le sergent-chef Zara Kenyatta n'avait pas seulement fait partie de la Delta Force, elle était l'une de leurs opératrices les plus décorées. 47 victoires confirmées en 3 déploiements de combat, tireuse d'élite experte, instructrice au combat au corps à corps, spécialiste de la guerre psychologique, le genre de soldat capable de disparaître en territoire hostile et d'en ressortir des semaines plus tard avec des renseignements qui ont sauvé des vies. Mais c'est son rapport final de mission qui le glaça au plus haut point. L'opération Clean Sweep avait révélé une fraude massive de la part des entrepreneurs en Afghanistan. Elle avait tout risqué pour en apporter la preuve, économisant des millions de dollars aux contribuables et envoyant plusieurs cadres de la défense en prison. Un nom sur cette liste fit trembler Morrison, Vincent Caruso, PDG de Blackstone Defense Solutions. Richardson, dit-il dans son téléphone sécurisé une fois la connexion établie. Il faut qu'on se parle en personne et qu'on nous demande quelques faveurs. De retour à Riverside, la nouvelle routine de Zara était une pure survie. Elle se levait avant l'aube pour des exercices de musculation dans sa cellule, observant quels gardes étaient compatissants et lesquels la considéraient comme une proie.
La lessive la tenait occupée, mais son esprit alerte, les machines industrielles pouvaient devenir une arme en cas de besoin. Sa réputation, issue de la bagarre dans la cour, créait un périmètre invisible autour d'elle, ses codétenus lui laissaient de l'espace, mais elle sentait ses yeux la suivre à la trace. « Tu te fais vite des ennemis », l'avertit un après-midi Martinez, son superviseur à la blanchisserie. C'était un condamné à perpétuité qui avait gagné le respect en évitant les ennuis. Demande peut-être une détention préventive avant que la situation n'empire. Zara plia une autre combinaison orange avec une précision mécanique. Courir ne fait que retarder le problème. Mieux vaut l'affronter à ma façon. Martinez secoua la tête. Vos funérailles, madame. Mais la véritable menace ne venait pas de la confrérie, pas encore. Elle venait de sa compagne de cellule. Cette nuit-là, Zara était allongée sur sa couchette, tandis que la prison s'obscurcissait. Briggs était inhabituellement silencieux sur la couchette supérieure, mais elle l'entendait s'agiter nerveusement. Des années passées à dormir en territoire hostile avaient aiguisé ses sens jusqu'à cet état crépusculaire entre sommeil et éveil, où le moindre bruit vous réveille en sursaut. Le bruit retentit, du tissu frottant le sol. Zara ouvrit brusquement les yeux et vit Briggs debout près de sa couchette, chemise ôtée, se déplaçant avec la grâce délibérée d'un prédateur qui s'approche de sa proie. Dans la faible lumière qui filtrait par la fenêtre, elle eut l'intention dans son regard. Elle se mit en mouvement brusquement. Son genou s'enfonça dans son plexus solaire tandis qu'elle roulait pour s'échapper. Il se plia en deux, haletant, puis se redressa plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Des années de bagarre en prison lui avaient appris à encaisser les punitions. Il se jeta à nouveau sur elle, tentant de la plaquer contre le mur. La cellule était trop petite pour un combat prolongé, chaque mouvement était serré et désespéré. Ses mains s'agrippèrent à ses bras, à sa gorge, partout où il pouvait prendre le contrôle. Zara se dégagea de son emprise et lui enfonça son coude dans la tempe. Il tituba, mais continua d'avancer, le désespoir le rendant plus dangereux que jamais. Lorsqu'il la saisit à nouveau, elle lui attrapa le poignet et appuya sur le nerf qui s'y trouvait. Sa main s'engourdit, mais il frappa toujours de l'autre bras. Le coup la frappa à la joue, lui projetant la tête en arrière et réveillant 15 années d'entraînement au combat. Elle n'était plus une victime. Elle était un soldat attaqué. Zara lui coinça le bras, utilisa son propre élan contre lui et le projeta tête la première contre le mur de béton. L'impact fut d'une violence essayante. Briggs s'effondra au sol, le sang coulant de son nez cassé. L'agent Thompson effectuait sa ronde du soir lorsqu'il entendit du vacarme provenant de la cellule 47. 23 ans de service correctionnel lui avaient appris à reconnaître les troubles, et cela ressemblait à de la violence. À son arrivée, il trouva Briggs inconscient, torse nu, et Zara assise sur sa couchette, s'enveloppant dans sa couverture. La scène racontait une histoire qu'il avait trop souvent vue. « Ça va ?» demanda doucement Thompson. Zara hocha la tête, la respiration encore haletante après la bagarre. Le regard de Thompson se porta sur l'épreuve. « Je vois ce qu'il a essayé de faire. » Sa voix était grave lorsqu'il annonça par radio, « Urgence médicale en cellule 47. Besoin d'une civière et de renfort. » Pendant que l'équipe médicale s'occupait de Briggs, Thompson prenait des notes dans son rapport d'incident. Agent pénitentiaire depuis assez longtemps pour reconnaître une tentative d'agression, Zara s'était clairement défendu. « Vous voulez porter plainte ?» lui demanda-t-il. « Contre qui ?» La réponse de Zara fut cinglante, « L'homme qui m'a agressé, ou le système qui m'a mis en cellule avec lui ?» Thompson faillit sourire. « C'est vrai. Pour ce que ça vaut, vous vous êtes bien débrouillé. La plupart des gens n'auraient pas laissé tomber. » Lorsque Briggs reprit connaissance une heure plus tard, Thompson l'attendait. « Tu vas être placé en isolement » lui dit-il. « Tentative d'agression en 60 jours minimum. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé » protesta Briggs, le nez bandé. « Elle m'a agressé. » Thompson secoua la tête. « Le plus drôle avec l'épreuve, c'est que tu étais torse nu, elle était sur sa couchette en position défensive. L'histoire se raconte d'elle-même. » Tandis qu'on emmenait Briggs, Thompson se tourna vers Zara. « Tu auras la cellule pour toi un moment. Essaie de te reposer. » Mais le repos était la dernière chose à laquelle Zara pensait. L'incident avec Briggs n'était que le début. Elle le voyait à la façon dont les autres détenus la regardaient, à la façon dont certains gardes évitaient le contact visuel. Quelqu'un orchestrait tout cela, transformant ses co-détenus en armes. Et demain, il réessayerait, avec une meilleure planification et plus de violence. À 300 mètres de là,
Richardson coordonnait une mission de sauvetage de plus en plus désespérée. Le labyrinthe bureaucratique protégeant la localisation de Zara semblait conçu par quelqu'un qui comprenait les protocoles militaires. Toujours pas de chance de la joindre directement, dit-il à Morrison par liaison vidéo sécurisée. La prison dit qu'elle est en détention administrative, aucun droit de communication. Morrison se pencha en avant. Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant dans les documents relatifs à son transfert. Une personne disposant d'un accès de haut niveau a modifié ses codes de classification quelques heures avant son transport, la faisant passer d'un quartier de sécurité minimale pour femmes à un quartier de sécurité maximale pour hommes. Piratage informatique ? Demanda Richardson. Non, répondit Morrison. Cela a été fait depuis le bureau central, une personne disposant de droits administratifs a effectué ces modifications manuellement. Morrison sentit les pièces du puzzle s'assembler. Caruso a des gens partout, les contrats de défense lui permettent d'avoir des contacts au sein du gouvernement. La voix de Richardson devint sombre. Bulldog, si elle est vraiment à Riverside en population générale, combien de temps penses-tu qu'elle puisse tenir ? Morrison pensa à Zara, le soldat qu'il avait formé, la volontaire qui avait affronté le danger sans hésiter. Plus longtemps qu'il ne le pense, mais pas éternellement. Il faut agir vite. De retour à Riverside, les murmures commencèrent dès le 6e jour de Zara. Elle les remarqua pour la première fois pendant son service à la blanchisserie ou des conversations qui s'arrêtèrent brusquement à son entrée. Les détenus échangèrent des regards chargés de sens, Martinez trouva soudain des tâches urgentes qui l'occupaient. Quelque chose se préparait. « Tu entends ça ?» demanda Thompson pendant sa ronde du soir, s'arrêtant devant sa cellule. Zara leva les yeux de sa couchette, les muscles encore endoloris par la bagarre dans la cour 3 jours plus tôt. La prison n'est jamais aussi calme, sauf si quelque chose d'important se prépare. Il avait raison, la cacophonie habituelle de cris, de rires et de disputes à travers les murs des cellules avait été remplacée par un calme étrange, comme l'instant précédant un orage, lorsque même les oiseaux s'arrêtent de chanter. « Une idée de quoi ?» demanda-t-elle. Thompson secoua la tête. « Au-dessus de mon grade, mais je sais quand la température va grimper. Fais attention à toi. » Cette nuit-là, seule sur son mince matelas, Zara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis son premier déploiement au combat, une peur sincère lui montait à la poitrine comme de l'eau glacée. Non pas l'adrénaline du danger immédiat, mais la terreur lancinante de se savoir piégée dans une situation impossible, sans issue. Elle avait géré la bagarre dans la cour, survécu à l'agression de Briggs, mais c'était des incidents isolés. Cette fois, elle ressentait quelque chose de différent, systématique, coordonné. Tout l'écosystème carcéral se mouvait autour d'elle comme un prédateur prêt à frapper. Le lendemain matin, Yarko rapporta des bribes de conversation entendues par hasard qui lui glacèrent le sang. Les stocks de l'atelier d'usinage ont disparu, dit-elle, convoquant une réunion avec tous les responsables. Quelqu'un paie cher. Au petit déjeuner, elle remarqua que la disposition des tables avait changé, les membres de la confrérie étaient dispersés dans la cafétéria au lieu d'être regroupés à leurs tables habituelles, positionnées pour surveiller toutes les sorties. D'autres gangs, qui respectaient habituellement des limites territoriales strictes, étaient assis ensemble, la tête baissée, en conférence silencieuse. L'isolement était écrasant. Chaque visage qu'elle croisait respirait la violence. Chaque conversation qu'elle n'entendait pas planifiait peut-être sa destruction. La cafétéria ressemblait à un colisée où elle était le divertissement involontaire. Martinez finit par l'aborder pendant la pause déjeuner, le visage grave. « Il prépare quelque chose d'important », dit-il doucement, faisant semblant de vérifier son poste de travail. Plus que la confrérie, et s'adresse à d'autres factions. Zara sentit la glace se former dans son estomac. Quel genre de plan ? Le genre qui vous mène dans un sac mortuaire. Combien d'argent ? 6 chiffres. Ce genre d'argent change tout, il transforme les ennemis en alliés, les garde en complices. 6 chiffres au plus d'argent que la plupart de ces hommes n'en gagneraient en une vie, tout cela pour avoir tué une femme. Les mains de Zara tremblaient tandis qu'elle assimilait les implications. Une chronologie ? Martinez jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Bientôt. Ils organisent une opération coordonnée, pas juste quelques types qui vous agressent dans la cour. Cette nuit-là, seule dans sa cellule, Briggs étant partie à l'isolement, Zara fixa le plafond de béton et songea à sa mortalité. Pour la première fois depuis son arrestation, la réalité de sa situation la frappa de plein fouet. Elle allait mourir ici, non pas dans une fusillade dramatique ou un ultime combat héroïque,
mais assassinée pour de l'argent par des criminels qui ne voyaient en elle qu'un simple salaire. Son corps serait retrouvé dans une salle de bain ou une buanderie, une autre statistique carcérale qui faisait à peine la une des journaux locaux. Le poids psychologique était dévastateur. Elle avait toujours compris que sa mission avait du poids, que son sacrifice avait un but. Même dans la mort, elle savait que ces assassins ne feraient que s'enrichir et que la soif de vengeance de Vincent Caruso serait assouvie. Elle repensa à son petit appartement et à ses dimanches matins tranquilles avec café et journaux. Elle se souvint de la simple liberté de choisir quoi manger, où aller, parler ou se taire, des libertés auxquelles elle n'avait jamais vraiment accordé de valeur jusqu'à ce qu'on la lui arrache. Mais le pire tourment était l'incertitude. Combien de temps pourrait-elle tenir, des jours, des semaines, alors que chaque instant de paix fugace pourrait être le dernier? Chaque écho dans le couloir pouvait être celui des pas réguliers des chasseurs de primes venus récupérer la prime sur sa tête. Son entraînement militaire l'avait préparé à bien des horreurs, mais pas à celle-ci, être traqué par des centaines de prédateurs dans un espace confiné, sans renfort, sans plan d'extraction, sans espoir de sauvetage. La peur érodait sa discipline, la transformant en ce que ses ennemis recherchaient, une victime, paralysée par la terreur, une proie facile pour celui qui frapperait le premier. Pourtant, malgré cette peur, une détermination farouche brûlait. Elle mourrait peut-être ici, mais elle ne partirait pas sans bruit. Si Vincent Caruso voulait l'éliminer, ces tueurs à gages devraient mériter chaque centime. Elle commença à cataloguer mentalement les armes potentielles, cartographiant chaque voie d'évasion, notant quelle garde pourrait encore éprouver de la compassion. À 300 mètres de là, le colonel Morrison luttait contre son propre désespoir. Des appels sécurisés à des contacts du Pentagone lui fournissaient des informations troublantes sur le complot contre Zara. Les documents de transfert avaient été délibérément falsifiés au sein même du département des services correctionnels, un directeur adjoint ou un supérieur avait saboté sa classification quelques heures seulement avant son transfert. Le sang de Morrison se glaça. Il ne se contentait pas de la réduire au silence, il cherchait à la faire disparaître sans laisser de traces. Si elle mourait derrière ces murs, tout cela serait considéré comme une simple violence carcérale. Pas d'enquête fédérale, pas de responsabilité. Combien de temps faudra-t-il avant que nous puissions faire intervenir les agents fédéraux, demanda-t-il. Le visage sombre de Richardson vacilla sur la liaison vidéo cryptée. J'y travaille, monsieur. Mais ces gens ont passé des années à bâtir leur réseau. Dans chaque agence que nous contactons, il pourrait y avoir des taupes. Les deux hommes comprenaient la cruelle arithmétique de leur situation difficile, la bureaucratie fédérale rampait, tandis que la corruption progressait à une vitesse fulgurante. Et dans cette forteresse de béton, Zara Kenyatta manquait de temps. Pendant 8 jours, Zara avait évité les installations communes, se limitant au minuscule évier de sa cellule et rationnant l'eau. Mais les bases de la biologie ne pouvaient être refusées indéfiniment, et les besoins urgents de son corps devenaient insupportables. Elle observait les toilettes, guettant les moments les moins fréquentés. Le petit matin, pendant la relève, semblait plus sûr, mais alors qu'elle approchait des toilettes près du bloc C, le silence inquiétant déclencha toutes les alarmes dans sa tête. Dans une prison abritant plus d'1 millier de détenus, le silence était synonyme de danger. Presque sur le point de faire demi-tour, elle se força à avancer. Un voyage rapide, se dit-elle, entrer, sortir, rester vigilante. Les toilettes semblaient vides, 3 cabines, une rangée de lavabos, des néons bourdonnant au-dessus de sa tête. Elle se précipita vers l'étal le plus proche. Avant qu'elle puisse verrouiller la porte, celle-ci claqua derrière elle avec un bruit métallique. 6 hommes sortirent de leur cachette, des membres de la confrérie et d'autres qu'elle ne reconnaissait pas, unis par la prime sur sa tête. « Tiens, tiens » gronda le chef balafré. « Voilà notre jour de paix. » Ils se déployèrent, bloquant toutes les issues, leurs yeux brillant d'une faim prédatrice et d'une avidité froide. « Je savais que tu viendrais » gronda un homme massif, des tatouages suprémacistes blancs serpentant sur ses bras. Enfin, le matin de Noël. Lui et les autres la regardèrent comme du bétail aux enchères. Séparés en 6, songea le chef en brandissant un morceau de métal aiguisé. Facile de faire passer ça pour des violences en prison. Un corps est retrouvé, l'affaire est classée. Je ne suis pas celle que tu crois, protesta Zara en s'appuyant contre le mur. Peu importe qui tu es, ma chérie, répondit-il d'un air lubrique. Seulement ce que tu vaux. Les autres rirent, un bruit de verre brisé. En un éclair, l'entraînement de Zara fit effet. Elle attrapa une serpillière dans un coin et la balança de toutes ses forces, atteignant l'agresseur le plus proche au visage. Il recula en titubant, en sang.
Attrapez-la, rugit le chef. Laissez-la respirer jusqu'à ce qu'on ait fini. Ils l'attaquèrent comme des loups sur leur proie. Un coup de poing dans sa mâchoire fit exploser des étoiles derrière ses paupières, mais elle saisit le distributeur de savon et le projeta sur la tempe de son agresseur. Il s'écroula au sol. Il en restait 4. L'un d'eux sortit une chaussette lestée, 2 autres lui attrapèrent les bras, un autre lui enfonça le poing dans le ventre. L'air s'échappa de ses poumons tandis qu'il lui fracassait la tête contre le béton. « Tenez-la immobile », ordonna le chef, le métal scintillant sous les lumières fluorescentes. « Ensuite, nous collectons », a ajouté quelqu'un. « Attendez », ricana un autre. « Pourquoi se précipiter ? Les gardes ne vérifieront pas avant 20 minutes. » Il l'attrapa par sa combinaison. Zara lui envoya son genou avec une force désespérée, le frappant entre les jambes. Il hurla et recula en titubant, mais les autres se rapprochaient. « Le temps, c'est de l'argent », gronda le chef. « On n'est pas là pour bavarder. » Un coup de poing brutal sur la joue lui projeta la tête sur le côté. Le sang lui emplit la bouche tandis qu'un autre coup dans les côtes la forçait à pousser un cri de douleur. Ils se disputèrent son corps comme si elle était déjà morte. « Finis-le », a exigé le chef. « Dans 1 minute », répondit l'un d'eux en la rejoignant à nouveau. D'un mouvement désespéré, Zara se libéra d'une prise, saisit un éclat de céramique dentelé au sol et le frappa sauvagement. L'éclat trancha le visage d'un homme, ouvrant une entaille cramoisie. Mais leur nombre la submergea une fois de plus et la projeta sur le sol carrelé. Son crâne résonna sous l'impact, et des mains puissantes lui immobilisèrent les bras. Assez joué, siffla la chef. Une proie facile, certes, mais elle refusait de se rendre. Zara n'avait peut-être pas réalisé à quel point l'espoir pouvait être fragile jusqu'à ce que cet appel se termine, laissant les 2 hommes conscients de la terrible arithmétique de leur situation. L'aide était en route, mais Zara vivrait-elle assez longtemps pour la recevoir ? De retour à Riverside, elle luttait contre les conséquences psychologiques d'avoir frôlé la mort à quelques secondes près. L'infirmerie l'avait renvoyée en détention malgré les supplications de Thompson, et maintenant, assise seule dans sa cellule vide, elle tentait de digérer ce qui avait failli se passer. Des ecchymoses sombres fleurissaient autour de sa gorge, prenant des teintes violacées, un rappel visible de la proximité de l'asphyxie. Pourtant, la douleur physique n'était rien comparée à la cicatrice mentale. Pour la première fois depuis son arrestation, elle se sentait véritablement impuissante ni sous-armée ni en infériorité numérique, mais totalement à la merci d'hommes qui voyaient sa vie comme un profit et sa souffrance comme un divertissement. La pire révélation était que la violence allait reprendre, et bientôt. L'attaque des toilettes n'avait été qu'une répétition, la vraie représentation était encore à venir. Zara songea à écrire une lettre à sa sœur, un ultime message qui pourrait tout expliquer. Que pouvait-elle dire ? Que la justice l'avait si complètement abandonnée qu'une femme innocente pouvait être condamnée à mort par un complot bureaucratique ? Que le pays qu'elle avait servi avec honneur l'avait abandonnée à des prédateurs qui mesuraient sa valeur en dollars ? Des pas résonnèrent dans le couloir, et Zara se tendit à chaque craquement. Mais ce n'était que Thompson, lors de sa tournée du soir, l'air sombre, tandis qu'il annonçait la nouvelle qu'elle redoutait. « Je suis désolé, dit-il doucement. J'ai essayé. Je sais que tu l'as fait. Ce n'est pas fini, je vais insister, peut-être contacter quelqu'un d'extérieur au système. » Elle força un sourire reconnaissant, mais elle connaissait les mathématiques mieux que lui. Le temps filait. Les attaques se faisaient plus fréquentes, mieux coordonnées, et leurs commanditaires disposaient de ressources qu'elle ne pourrait égaler. La prochaine tentative pourrait réussir, et si c'était le cas, elle mourrait non pas en soldat honorant son pays, mais en victime d'une corruption trop profonde pour être combattue. Pourtant, elle était déterminée à continuer le combat. Abandonner serait la seule véritable défaite, et Zara Kenyatta n'avait jamais su se rendre. À l'extérieur de la prison, une autre alarme réveilla le colonel Morrison en sursaut à 2h47. Sa ligne sécurisée crépita, la transmission cryptée réservée aux messages les plus urgents. « Bulldog, on l'a eu », la voix de Richardson résonna, tendue et saccadée. Morrison se redressa brusquement. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Les mots suivants de Richardson furent une erreur fatale. Il a tenté de détruire les dossiers d'enquête du Pentagone, mais en utilisant ses propres codes d'accès. Nous avons une empreinte numérique qui le lie directement à la falsification de preuves. Le silence pesa un instant avant que Morrison murmure « ça change tout ». Puis il passa à l'action, calculant déjà les conséquences d'une erreur critique de la part de son agent le plus fidèle. Nous l'avons immobilisé,
Mais à quelle vitesse pouvons-nous agir? Les agents fédéraux peuvent se mobiliser en 6 heures. Il y a une complication, dit Morrison, la brise glacée dans ses veines. Caruso accélère son calendrier. Nos sources indiquent qu'un événement majeur est prévu pour demain. Après 10 jours à Riverside, Zara avait survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, mais la chance tournait. Et s'il préparait un événement meurtrier déguisé en émeute carcérale? Elle disparaîtrait dans le chaos, son corps ne serait jamais retrouvé. Mon Dieu! On peut lui donner des nouvelles? Négatif. Toute communication extérieure est toujours bloquée. Elle ignore l'arrivée des secours. Morrison enfila ses vêtements. Alors, on ferait mieux de faire vite. À Riverside, Zara sentit le calme avant la tempête. La nouvelle avait filtré dans le réseau pénitentiaire, quelque chose d'énorme se tramait. Les détenus se positionnaient, les gardiens posaient moins de questions, l'air crépitait de tension. Et avait convoqué tous les chefs de gang, un rassemblement interracial sans précédent. Une prime suffisamment importante pour unir des ennemis mortels avait permis de convoquer des membres de la confrérie, des disciples de la nation aryenne et même des groupes indépendants. Quiconque souhaitait se joindre à nous partagerait la récompense. Demain, pendant la journée, murmura Martinez tandis qu'il passait devant des bouilloires dans la buanderie. Ce qu'il prévoit arrive alors. Ça concerne tout le monde, personne n'est épargné. Le cœur de Zara battait fort. Quelques assaillants, elle pouvait les gérer, des dizaines, coordonnés par des dizaines, c'était une condamnation à mort. Martinez, dit-elle doucement, s'il m'arrive quelque chose, il ne se passera rien. Tu es trop fort pour mourir ici. Ils savaient tous les deux qu'elle mentait. Vincent Caruso fixait son téléphone sécurisé dans son bureau du centre-ville. Le secrétaire adjoint intervint. Nous avons un problème. Quelqu'un pose des questions sur l'opération nettoyage ou des demandes officielles de personnes disposant d'une habilitation sérieuse. Son plan soigneusement élaboré s'effondrait. À quel point est-ce sérieux? Les marshals fédéraux. Il relie des points que nous avons passé des années à s'assurer de ne pas relier. Combien de temps avons-nous? Des heures, voire moins. S'ils atteignent la prison avant la fin de notre opération, accélérons le processus. Appelez-les. Caruso raccrocha, se versa 3 doigts de scotch et regarda le liquide ambré trembler. Quelque part dans son esprit, une voix lui murmura qu'il avait franchi des limites impossibles à franchir, mais Zara Kenyatta avait détruit sa vie, et maintenant elle allait payer. À Riverside, le directeur campé accueillit les instructions de Caruso avec un malaise grandissant. Ce qui avait commencé comme une simple erreur de transfert se transformait en une responsabilité qui mettait fin à sa carrière. « Monsieur, dit-il au téléphone, la voix tendue, êtes-vous certain de cette démarche? » L'exposition. La responsabilité est maîtrisée, rétorqua Caruso. Assurez-vous que l'opération se déroule comme prévu demain pendant le temps de chantier. Campé fixa son reflet. 30 années passées dans le milieu carcéral lui avaient appris à reconnaître la chute libre, mais l'argent était trop beau et il était trop riche pour faire marche arrière. Il autorisa exercice d'entraînement, qui allait laisser certaines parties de la prison dangereusement en sous-effectif pendant cette période critique. Ce soir-là, Zara était allongée sur sa couchette, les yeux rivés au plafond, savouant que demain serait peut-être son dernier jour en vie. Les bleus autour de sa gorge avaient viré au jaune-vert, mais elle sentait encore des mains fantômes lui broyer la trachée. Des dizaines d'attaquants. Un assaut coordonné. Pas de renfort. Malgré tout son entraînement, une seule personne ne pouvait tenir le coup qu'un temps. Elle pensa à l'anniversaire de son neveu le mois prochain, auquel elle n'assisterait jamais. À sa sœur Maya, qui ignorait encore son arrestation. À toutes les conversations qu'elle n'aurait jamais, au coucher de soleil qu'elle ne verrait jamais. Elle pensait surtout à Vincent Caruso, dans son bureau confortable, persuadé que l'argent pouvait tout acheter, y compris sa mort. Elle se jura silencieusement que, si elle survivait, quelqu'un le lui ferait payer. Des pas dans le couloir la firent trembler. L'agent Thompson apparut dans sa cellule, le visage sombre. « Attention, murmura-t-il. Il se passe quelque chose demain. » Transfert massif de garde vers d'autres sections, l'équipe restreinte reste en service dans la cour. Une configuration classique pour un chaos maximal. Combien d'attaquants? Les renseignements suggèrent que la majeure partie de la prison. Zara hocha la tête. Et avait conclu des accords toute la semaine, des promesses de primes à quiconque se joindrait à eux. Des nouvelles de la garde à vue? Le silence de Thompson en dit long.
Et quand tout sera terminé, dit-elle, assurez-vous que les gens sachent ce qui s'est réellement passé. Ne les laissez pas enterrer la vérité avec mon corps. Tu ne vas pas mourir demain. Ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. Thompson a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il a glissé un petit appareil à travers les barreaux de la cellule. Balise de détresse, murmura-t-il. Si ça tourne mal, appuie sur le bouton. Ça ne te sauvera peut-être pas, mais au moins, il y aura un enregistrement. Zara tenait la balise et se demandait si quelqu'un entendrait un jour sa dernière transmission. La nuit s'étendait devant nous, peut-être la dernière. Zara se préparait à affronter son destin debout, luttant jusqu'au bout. L'aube grise et froide se leva sur la prison de haute sécurité de Riverside, le genre de matinée nuageuse qui semblait de bon augure. Zara avait dormi par intervalles de 20 minutes, son corps habitué au repos tandis que son esprit restait alerte. La balise était cachée dans son matelas, un ultime espoir dont elle priait pour ne jamais avoir besoin. Le service du petit déjeuner était différent. Les gardiens marchaient avec une énergie nerveuse, les détenus changeaient d'attitude, les conversations s'éteignaient à son passage. L'écosystème carcéral tout entier retenait son souffle. C'est aujourd'hui le grand jour, dit Martinez en pliant des combinaisons à côté d'elle. Ils appellent ça l'opération nettoyage. Zara a regardé l'heure. 2 heures avant l'heure du jardin. 2 heures avant qu'un groupe organisé ne tente de la tuer pour de l'argent. J'ai parlé à des anciens condamnés à perpétuité, poursuivit Martinez, la voix tremblante. Des types qui se souviennent de l'époque où la confrérie a pris le contrôle de cet endroit où ils ont dit n'avoir jamais vu une organisation pareille. Et avaient les meilleurs combattants de tous les grands gangs. Zara inspira lentement, se préparant. Demain, elle affronterait une armée de tueurs avec pour seul atout son entraînement et le mince espoir de mourir dignement dans un lieu conçu pour dépouiller l'être humain de sa valeur. Le cœur de Zara se serra en contemplant la scène qui s'offrait à elle, 15, peut-être 20 détenus, chacun armé d'armes improvisées, tous concentrés sur la même proie. C'était la crème de la crème des hommes qui savaient parfaitement se comporter au combat. Une terreur glaciale s'installa dans l'estomac de Zara. 20 combattants entraînés, se déplaçant en parfaite coordination, contre une femme désarmée, c'était inconcevable. Un massacre imminent. Martine, murmura Zara d'une voix ferme malgré la peur qui la submergeait. Évite le jardin aujourd'hui. Ne te laisse pas prendre par ça. Martine hésita, mais Zara insista. Si quelqu'un devait assister à son dernier combat, elle voulait que ce soit Martine, pour que quelqu'un se souvienne de son nom. Le poids de cette pensée frappa Zara plus fort que n'importe quel point. Pendant 10 jours, elle s'était sentie complètement seule dans cet enfer de béton, mais savoir qu'au moins une personne porterait son histoire au-delà de cet endroit signifiait plus que ce que Zara pouvait dire. Merci, fut tout ce qu'elle parvint à dire. À 300 mètres de là, le colonel Morrison fixait la vitre teintée d'un SUV lancé à toute vitesse, coordonnant ce qui allait devenir la mission la plus importante de sa carrière. Marshals fédéraux, enquêteurs du Pentagone et police d'État affluaient de toutes parts vers Riverside, mais le temps pressait. Heure d'arrivée prévue à la prison, demanda Morrison, la voix tendue. 90 minutes, monsieur. Et le temps passé dans la cour? 2 heures. Morrison fit le calcul et sentit sa tension monter en flèche. Ils arriveraient avec seulement 30 minutes d'avance si la circulation se déroulait bien, si le SUV tenait le coup, si la bureaucratie avançait à la vitesse de la lumière pour une fois. Il alluma sa radio. Richardson, quel est notre statut légal pour l'extraction? Mandat fédéral signé il y a 20 minutes, grésilla la réponse. Pouvoir absolu de retirer Kenyatta de la garde à vue, dans l'attente d'une enquête pour violation de la Constitution. Si le directeur résiste, vous l'arrêterez également. Un sourire sinistre éclaira le visage de Morrison. Après 10 jours passés à regarder l'une de ses meilleurs soldats se battre pour sa vie, la justice était enfin en marche. La seule question était de savoir s'ils arriveraient à temps. Dans le bureau du directeur, Keir fixait les écrans de sécurité comme un homme guettant sa propre perte. Des détenus prédateurs affluaient dans les couloirs de la prison, tous se dirigeant vers la cour. Sa secrétaire frappa, la voix tremblante. Monsieur, les agents fédéraux demandent l'autorisation d'entrer. La glace inondait les veines de Keir. Ils étaient maintenant à la porte principale, à quelques minutes seulement. Et dans une demi-heure, Zara entrerait dans la cour, dans le piège qui l'attendait. Il déglutit avec difficulté. Gardez-les en haleine, ordonna-t-il. Utilisez des papiers perdus, des retards administratifs, tout pour me faire gagner 30 minutes.
Sa secrétaire hocha la tête et s'éloigna précipitamment. De retour dans l'aile de sécurité maximale, elle se tenait devant son équipe d'intervention triée sur le volet. 20 combattants aguerris, chacun promis à une prime conséquente. L'entraînement commence dans 1 heure, annonça elle, les yeux brillants. La cible sera escortée comme d'habitude. Une fois à l'intérieur de la clôture, nous verrouillons toutes les sorties. Marcus, Blad, Williams leva la main. Et les gardes? Une équipe réduite aujourd'hui, répondit et d'un ton calme. La plupart sont en exercice d'entraînement. Les rares survivants savent qu'il faut fermer les yeux. Un sourire s'illumina lentement sur le visage balafré de Hay. Et si les autorités fédérales s'abattent? Une bagarre en prison qui a mal tourné, a-t-il dit. Ça arrive tout le temps. Accident tragique. Affaire classée. L'équipe hocha la tête, armes jarret, chaussettes lestées, gourdins improvisés aux tenues avec désinvolture. 20 tueurs s'affrontaient contre une femme. Malgré l'entraînement d'élite de Zara, le nombre était écrasant. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Zara avait passé 15 ans dans des endroits où un faux pas signifiait la mort, où une décision en une fraction de seconde pouvait faire la différence entre la vie et l'oubli. Ils allaient bientôt apprendre que certaines proies se défendaient plus fort que prévu. Dans sa cellule, Zara travaillait avec une concentration farouche. Elle avait fabriqué des armes rudimentaires, un manche de brosse à dents aiguisé par-ci, des bandes métalliques arrachées du cadre de son matelas par-là, des produits chimiques de nettoyage capables d'aveugler un agresseur. Son arsenal était dérisoire comparé à ce qu'il attendait, mais c'était déjà quelque chose. Elle pensa à la balise de détresse cachée sous le matelas, Thompson avait tout risqué pour lui offrir cette bouée de sauvetage. Si elle tombait aujourd'hui, la balise laisserait au moins une trace de ce qui s'était réellement passé. Le bruit de pas qui approchait la fit lever les yeux. L'agent Thompson se tenait sur le seuil, le visage grave. C'est l'heure de la ronde, dit-il doucement, mais son regard en disait long. Des changements de dernière minute. Zara secoua la tête. Négatif. Cour complète, récréation normale. Elle se leva, les jambes stables malgré la montée d'adrénaline. 15 années de service militaire lui avaient appris à fonctionner sous un stress extrême. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée de la cour, Zara se tourna vers Thompson. Quoi qu'il arrive là-bas, tu sais que j'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Ne laisse personne te dire le contraire. Il hocha fermement la tête. Tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Zara parvint à esquisser un petit sourire. Peut-être pas. Mais si je le fais, dis à ma sœur que je pensais à elle. Ils atteignirent la porte en verre renforcé. Derrière, le béton et les barbelés, un ciel gris qui s'écrasait comme un couvercle, attendait la mort. Zara prit une inspiration lente et profonde et s'avança vers ce qui pourrait être son dernier champ de bataille. Derrière elle, Thompson regarda la porte se refermer avec effroi. En un instant, la cour se transforma en un véritable colisée. 20 détenus étaient dispersés comme des prédateurs dans un champ, leur position étant tout sauf aléatoire, bloquant les angles, dissimulant leurs armes, coordonnant les champs de tir. Elle se tenait près du terrain de basket, le visage balafré et déchiré par la satisfaction. Bienvenue à ta fête de départ à la retraite, ma chérie. Et puis, tel un signal, la première attaque commença. 2 membres de la confrérie bondirent de chaque côté, un mouvement de tenaille classique destiné à submerger. Mais Zara n'était pas une combattante de rue, c'était une soldate. Elle esquiva la poussée du premier homme et lui enfonça son coude dans la tempe, il s'effondra comme un arbre abattu. Le second attaquant brandit un morceau de métal déchiqueté, mais Zara avait déjà réduit la distance. Elle lui attrapa le poignet, le tordit jusqu'à ce que l'os se brise, et regarda l'arme s'écraser au sol sans faire de dégâts. Putain, murmura quelqu'un tandis que Zara changeait de position, prête à affronter la vague suivante. La bataille avait commencé. Leur confiance initiale s'est évaporée dès qu'ils ont vu sa posture. Ils s'attendaient à une mise à mort rapide et à un gain facile. Au lieu de cela, ils ont vu leur proie démanteler des combattants entraînés avec une précision chirurgicale. « Écartez-vous » aboya Hay. Ne lui laissez aucune marge de manœuvre. Plutôt que de se précipiter à nouveau, ils changèrent de tactique. Avancer lentement, la forçant à pivoter, à observer chaque recoin. L'un d'eux feignait une attaque en avant, attirant son attention, tandis que les autres se glissaient silencieusement derrière. Tu commences à être fatigué, railla Marcus Williams, le disciple de leur cercle. Il brandit une chaussette lestée, promesse d'une puissance fracassante à chaque coup.
On a toute la journée, intervint un autre, une brosse à dents grossièrement aiguisée scintillant au soleil. C'est amusant, comme chasser le cerf. Elle sentit le piège et laissa la peur s'installer autour de ses agresseurs comme une cage. L'épuisement la serrait, mais elle conservait son énergie, sa respiration était mesurée, chaque mouvement était réfléchi. Il se servait de leur nombre pour l'épuiser psychologiquement avant de porter le coup final. Allez, balance fédérale, la taquinae. Montre-nous ce que l'oncle Sam t'a appris. Zara restait dos à la clôture autant qu'elle le pouvait, traquant les 18 menaces avec une concentration glaciale. Son cœur battait fort, mais la panique était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Un détenu imposant, dont les tatouages en forme de larmes marquaient ses crimes passés, s'approcha. « J'ai entendu dire que vous étiez des forces spéciales. »« C'est vrai, ricana-t-il. »« Pourquoi ne pas vous renseigner ?» répondit-elle doucement. Il testa ses réflexes d'un mouvement nonchalant. Lorsqu'elle esquiva, deux autres resserrèrent le cercle, effaçant ses voies de fuite des tactiques professionnelles mises à nu. Harry, savourant l'instant. Tout cet entraînement, et tu vas mourir pour de l'argent dans la cour d'une prison. Plutôt poétique. Un léger coup sur sa gauche la fit pivoter, et son sang se glaça. L'un des agresseurs tenait une vraie lame, pas la contrebande habituelle. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle. « Des amis haut placés » fut la réponse glaciale. À l'entrée principale, la bureaucratie retarda son sauvetage. Pendant 20 minutes exaspérantes, un garde tria des papiers malgré les mandats fédéraux qui lui serrèrent sous le nez. Le colonel Morrison s'avança, sa carte d'identité à quelques centimètres du regard du garde, et invoqua le commandement des opérations spéciales. La porte s'ouvrit à son ordre. De retour dans la cour, Zara sentit l'épuisement la gagner, la peur minant sa concentration. 5 mètres, puis 3, puis 2 mètres et demi le cercle se referma. Elle leva la main pour le signal final. Un dernier mot, indique fédéral, lança-t-il. Le pouce de Zara planait au-dessus de sa balise de détresse. Si elle allait s'écraser, au moins le monde saurait ce qui s'était passé. Avant qu'elle puisse appuyer, le rugissement des moteurs déchira l'air. Des SUV noirs débarquèrent des agents fédéraux armés, les ordres retentissant, tout le monde à terre. Des coups de semonce claquèrent comme le tonnerre. Les assaillants se figèrent, leur symétrie mortelle brisée. Marcus Williams laissa tomber sa chaussette lestée en soupirant. Je ne me ferai pas tirer dessus pour une prime. 1-1, le cercle des tueurs se détacha, se repliant sur lui-même. L'autorité de Haye s'effondra tandis que la moitié de ses hommes reculait, refusant de risquer des balles fédérales pour leur loyauté envers le gang. Détenu Kenyatta, reste où tu es, lança la voix autoritaire dans le mégaphone. Le salut était arrivé sous la forme du gouvernement américain et l'heure de ses comptes était passée. Les secours arrivent. La voix était celle du colonel Morrison, mais Zara ne pouvait pas le suivre dans ce chaos. Entendre les paroles de son ancien commandant, c'était comme recevoir l'absolution, quelqu'un d'important savait qu'elle était innocente, qu'elle n'avait rien à faire ici. Tu entends ça, lança-t-elle à Haye. La partie est terminée. Mais Haye était trop ivre pour reculer. Sa réputation, son pouvoir, son identité même au sein de la hiérarchie carcérale dépendaient de la réussite de ce meurtre. Agents fédéraux ou pas, il ne pouvait pas se permettre de paraître faible, pensa Zara. Abattez-la, hurla Haye à ses hommes restants. Avant que les renforts n'atteignent les portes de la cour, 8 hommes se précipitèrent simultanément sur elle, les derniers fidèles, dont la loyauté envers elle l'emportait sur la crainte des conséquences fédérales. Mais les coups de feu avaient brisé leur coordination et transformé leur attaque méthodique en un chaos désespéré. Zara utilisa leur désespoir contre eux. Lorsque le premier attaquant l'atteignit, elle lui saisit le bras et profita de son élan pour le projeter contre 2 autres. Ils s'écroulèrent dans un amas de membres emmêlés et d'armes de fortune. Un morceau de métal aiguisé siffla près de son oreille tandis qu'elle se baissait et roulait. L'homme qui le brandissait étendit son bras, lui donnant l'occasion de lui enfoncer son genou dans les côtes. Le craquement de l'os résonna par-dessus les cris provenant des portes. Agents fédéraux en approche de la cour. Tous les détenus doivent cesser toute activité hostile. D'autres coups de semonce fusèrent. À travers la clôture, Zara pouvait voir des agents armés découper des barrières avec des outils industriels. Ils seraient dans la cour en quelques minutes, mais ces minutes étaient une éternité en combat rapproché. Et lui-même se jeta sur elle avec un vrai couteau à la lame qui n'avait rien à faire dans une prison de haute sécurité. Son visage était déformé par la rage et le désespoir, sachant qu'un échec ici signifiait la fin de tout ce qu'il avait construit.
J'aurais dû choisir la facilité, gronda Théil en lui tranchant la gorge. Zara se pencha en arrière, sentant le fil du rasoir passer à quelques centimètres de sa jugulaire. Elle lui saisit le poignet et le tordit, mais était plus fort, plus expérimenté que les autres. Il lui enfonça son genou dans le ventre tout en maintenant le couteau fermement. Elle évita de justesse le revers de la main, mais le métal lui entailla l'avant-bras. Le sang commença à couler, mais l'adrénaline atténua la douleur. Cessez toute activité hostile, ou nous utiliserons la force meurtrière. Les agents fédéraux avaient atteint l'entrée de la cour. Zara entendit des coupe-boulons couper le grillage et aperçut du matériel tactique au-delà du grillage. Les secours étaient à 30 secondes, mais ne baissa pas les bras. Il attaqua, chaque coup exigeant une énergie que Zara ne pouvait se permettre. Les agents fédéraux ne vous sauveront pas, halta-t-il entre deux coups. Je vais finir ça avant qu'ils ne franchissent cette clôture. Deux de ces hommes restants la flanquèrent tandis que forçait son attention vers l'avant. Elle était de nouveau coincée, mais cette fois, le bruit des secours qui approchaient résonnait sur le béton, l'espoir mêlé de poison et de désespoir. Finalement, la clôture céda dans un grincement de métal torturé. Allez, allez, allez. Des agents armés envahirent la cour telle une armée vengeresse, armes levées et hurlant des ordres qui portaient toute la puissance de l'autorité fédérale. Les assaillants restants se dispersèrent comme des cafards dans une lumière soudaine, abandonnant et leur prime pour la mince chance d'échapper à des poursuites fédérales. Mais continuaient d'avancer, le couteau étincelant, le visage imprégné de haine. Ils préféraient mourir en combattant plutôt que de vivre dans l'humiliation. Zara vit les agents courir vers eux, toujours à 20 mètres. Elle était à 1 mètre d'elle, et il ne lui manquait qu'un coup pour achever ce que Vincent Caruso avait commencé. La lame fonça vers son cœur. Zara attrapa son poignet au dernier moment, ses deux mains enserrant son bras, s'efforçant d'éloigner la pointe de ses organes vitaux. « Tu aurais dû te mêler de tes affaires en Afghanistan », grogna et en appuyant de tout son poids sur le couteau. La lame se rapprocha de sa poitrine. Ses bras tremblèrent, le sang de son bras coupé rendant sa prise dangereusement glissante. Puis les agents fédéraux les rejoignirent. « Lâchez votre arme. Lâchez-la tout de suite. » Elle leva les yeux et vit 3 fusils d'assaut pointés sur sa tête. Ce moment de distraction suffisait à Zara. Elle lui tordit le poignet jusqu'à ce que le couteau s'écrase au sol, puis lui enfonça violemment le coude dans le plexus solaire. Elle se plia en deux, haletant. Les agents fédéraux l'encerclaient, armes braquées, attaches autobloquantes prêtes. « Dalton vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et complot », annonça l'agent principal. « Vous avez le droit de garder le silence. » Tandis qu'on emmenait, entravée, Zara se laissa enfin tomber à genoux sur le béton. 10 jours d'enfer étaient terminés. Elle était vivante. Elle était libre. La vengeance soigneusement préparée de Vincent Caruso s'était effondrée sous le poids de la justice fédérale. Le colonel Morrison apparut à ses côtés, le visage mi-soulagé mi-furieux. « Soldats, dit-il doucement, sortons-nous d'ici. » L'extraction fédérale de Riverside semblait surréaliste après 10 jours d'enfer. Zara était assise à l'arrière d'un SUV blindé, une couverture enroulée autour des épaules, tandis qu'un ambulancier vérifiait ses constantes vitales, regardant les barbelés de la prison disparaître derrière eux. La coupure sur son bras était bandée, mais les blessures plus profondes mettraient plus de temps à guérir. « Comment vous sentez-vous » demanda le colonel Morrison depuis le siège à côté d'elle. « Comme si j'avais été dans une zone de guerre », répondit Zara, la voix rauque à cause de l'étranglement qui avait failli la tuer. « Eh bien, je suppose que tu l'as été, dit-il doucement. Depuis le siège avant, Richardson rapporta, les agents fédéraux ont arrêté 23 détenus pour complot. Et risquent la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les autres coopèrent en échange de réduction de peine. À travers les vitres blindées du SUV, Zara regardait défiler la banlieue de Virginie, les centres commerciaux, les stations-service, le monde ordinaire qui avait continué d'exister pendant qu'elle luttait pour sa survie dans un enfer de béton. Elle avait l'impression de revenir d'une autre planète. Qu'en est-il de l'enquête sur la corruption, a-t-elle demandé. Le visage de Morrison se durcit. Vincent Caruso a été arrêté il y a 2 heures au siège de son entreprise. Le FBI a saisi ses ordinateurs, ses dossiers financiers, tout. Le sous-secrétaire adjoint Webb est déjà en détention fédérale, s'excusant comme un canari pour éviter les accusations de trahison. Et le directeur Campé a été suspendu immédiatement dans l'attente d'un examen fédéral. Le centre de sécurité maximale de Riverside est sous surveillance fédérale depuis ce matin.
Zara ferma les yeux, sentant le poids de 10 jours enfin s'enlever de ses épaules. La justice n'était plus seulement un concept, elle était en train d'être rendue à ceux qui avaient tenté de la détruire. Le SUV s'est garé sur le parking d'un établissement médical fédéral où elle devait subir un examen complet. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée, Morrison lui a posé une main sur l'épaule. « Soldat, ce à quoi vous avez survécu là-dedans, j'ai vu des vétérans de combat craquer sous moins de pression. Vous devriez être fier. Je suis simplement reconnaissant d'être en vie. Vous êtes en vie parce que vous n'avez jamais cessé de vous battre, c'est ce qui a fait toute la différence. » À l'intérieur de l'établissement médical, Zara s'est soumise à des heures de tests, de photographie et de documentation. Chaque ecchymose a été cataloguée, chaque coupure mesurée, chaque traumatisme enregistré pour le dossier fédéral constitué contre ses agresseurs. Le processus clinique l'a aidé à commencer à se détacher de la survie animale qui l'avait maintenue en vie. La docteure Sarah Chen, psychiatre en chef de l'établissement, a procédé à l'évaluation psychologique de Zara avec un professionnalisme bienveillant. « Ce que vous avez vécu est un traumatisme extrême », a-t-elle expliqué. « Il est normal de se sentir déconnecté, hypervigilant, en colère. Ces réactions ne vous affaiblissent pas, elles vous rendent humain. »« Combien de temps avant que je me sente à nouveau normal ?» demanda Zara. « Il n'y a pas de calendrier pour la guérison », a répondu le docteur Chen, mais les survivants qui canalisent leur expérience vers un but trouvent souvent les voies de rétablissement les plus solides. Ce soir-là, Zara était assise dans une chambre d'hôtel sécurisée au son premier moment d'intimité en 10 jours et a appelé sa sœur, Maya, pour la première fois depuis son arrestation. « Zara ? Oh mon Dieu, où étais-tu ? Je t'appelle, j'appelle, s'écria Maya. J'ai quelque chose à te dire, et tu dois t'asseoir, dit doucement Zara. Pendant 2 heures, Maya a pleuré, s'est mise en colère et a exigé de savoir comment de telles horreurs avaient pu se produire en Amérique. À la fin de la conversation, elle réservait un vol pour la Virginie. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas, sanglota Maya. Tu ne disparaîtrais jamais sans me prévenir. Tu ne pouvais pas savoir, et personne n'aurait pu prédire ça, la rassura Zara. Ce qui s'est passé n'est la faute de personne, sauf de ceux qui l'ont orchestré. Ne porte pas la culpabilité de Vincent Caruso. 3 semaines plus tard, Vincent Caruso était en détention fédérale en attendant son procès, son empire en ruine et sa fille refusant de répondre à ses appels. L'entrepreneur de la défense, autrefois respecté dans les couloirs du Pentagone, n'était plus qu'un détenu parmi tant d'autres en combinaison orange. Le procureur Richard Brennan avait démissionné dans la disgrâce, sa carrière politique ayant été interrompue par des accusations de corruption susceptibles de le condamner à la prison. L'élection qu'il avait tant désiré remporter était désormais académique, son nom avait été entièrement rayé du bulletin de vote. La juge Patricia Holmes a fait l'objet d'une enquête fédérale pour son rôle dans la conspiration, bien que les premiers signes suggéraient que la coercition plutôt que la complicité dicterait son sort. À la prison de haute sécurité de Riverside, un nouveau directeur a mis en œuvre des réformes radicales sous contrôle fédéral. L'agent Thompson a été promu directeur adjoint, son intégrité durant la crise ayant été saluée plutôt que sanctionnée. Le système de classification de l'établissement a été entièrement repensé afin d'éviter de nouvelles erreurs comme celle de Zara. Et ces derniers partisans ont été confrontés à des accusations fédérales supplémentaires qui les ont maintenus à l'isolement pendant des décennies. Le système de primes qui avait transformé la prison en terrain de chasse a été démantelé, et ces bailleurs de fonds sont désormais confrontés à leurs propres poursuites. 6 mois plus tard, Zara Kenyatta se tenait à la tribune du Art Senate Office Building, face à une salle de commission bondée et aux caméras de télévision qui diffusaient son témoignage à travers le pays. Son tailleur Bordeaux lui semblait étrange après des semaines de combinaison orange, mais l'assurance dans sa voix était indéniable. Sénateur Williams, la corruption dont j'ai été témoin va bien au-delà de la simple vengeance d'un sous-traitant de la défense, a-t-elle déclaré, ces mots étant empreints du poids de celle qui a survécu à l'enfer pour dire la vérité. Il s'agit d'un abus systématique de notre système judiciaire, les tribunaux et les prisons sont transformés en armes contre des témoins gênants. Le sénateur Williams se pencha en avant, l'air grave. Madame Kenyatta, à votre avis, quelle est l'ampleur de ce type de corruption ? Suffisamment répandue pour que j'ai failli mourir pour l'avoir révélé, répondit-elle, marquant une pause pour bien saisir le sous-entendu. Si le colonel Morrison et le sergent-chef Richardson n'avaient pas réagi comme ils l'ont fait, Vincent Caruso aurait réussi à me réduire définitivement au silence. Dans la galerie, Morrison regardait avec fierté son ancien soldat démanteler des décennies de corruption soigneusement élaborées. À ses côtés, Richardson prenait des notes pour l'enquête du Pentagone sur le personnel compromis.
Après l'audience, Zara a parcouru les couloirs du pouvoir avec une nouvelle perspective. Le pouvoir peut corrompre, mais lorsqu'il est guidé par des personnes de conscience, il peut aussi servir la justice. Ce soir-là, Zara se tenait dans le jardin de sa sœur Maya, dans la banlieue de Virginie, et regardait la fête d'anniversaire de son neveu se terminer. Les enfants couraient dans l'herbe tandis que les adultes nettoyaient les assiettes en carton et dégonflaient les ballons. Cette scène domestique, banale, était plus belle que tous les couchers de soleil qu'elle avait pu admirer à l'étranger. Tante Zara appela son neveu, le visage couvert de gâteaux au chocolat tandis qu'il courait vers elle. « Veux-tu nous raconter une autre histoire sur l'armée ? » « Peut-être demain, mon pote, sourit-elle. « Ce soir, on fête ça. » Maya s'approcha avec un sourire entendu. « Il te demande de lui raconter tes histoires tous les jours depuis ton retour. Je pense que tu as une nouvelle mission, inspirer la prochaine génération. » « La prochaine génération n'a pas besoin d'apprendre la guerre, » répondit Zara. « Elle doit apprendre la justice, à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. C'est ce que vous comptez faire avec le centre de formation ? » Zara acquiesça, son regard empreint de détermination. L'accord conclu dans le cadre de son procès fédéral contre le département des services correctionnels avait permis de financer un projet sans précédent, créer un établissement dédié à l'autodéfense pour les survivantes de violences institutionnelles, tout en offrant une assistance juridique à celles qui, comme elle, se sentent piégées. Le premier cours commence le mois prochain, annonça-t-elle avec fierté. 15 femmes, abandonnées par le système, refusent de rester des victimes. Maya la questionna, la voix vibrante d'émotion, et le nom ? Zara sourit en observant son neveu chasser les lucioles dans la douce lumière du crépuscule. L'Institut Kenyatta pour la justice et la résilience. Ça sonne bien, non ? Maya la serra dans ses bras, les deux sœurs partageant un instant de reconnaissance, elles avaient frôlé l'oubli, et voilà qu'elles renaissaient. Je trouve ça parfait, murmura Maya. Alors que la nuit enveloppait le quartier de banlieue, Zara sentit en elle une paix profonde qu'elle n'avait pas connue depuis des années, non pas le calme éphémère entre deux missions, mais la certitude que ses compétences serviraient désormais à protéger, non à détruire. Vincent Caruso avait voulu l'enterrer sous le béton et la corruption, mais elle en était sortie plus forte. La femme qui avait émergé de la prison de haute sécurité de Riverside n'était plus la soldate arrêtée sur le parking d'une épicerie, c'était une guerrière de la justice, convaincue que les batailles les plus cruciales se livrent avec la vérité, non les armes. Son téléphone vibra, un message du colonel Morrison s'afficha à l'écran, « Fier de toi, soldat. » « Mission accomplie, monsieur, » répondit-elle avec un léger sourire. « Prête pour la suivante. » Cette fois, la mission lui appartenait tout entière, et elle veillerait à ce que personne d'autre n'ait à affronter seule ce qu'elle avait survécu. Bonne journée et à bientôt pour la suite de cette aventure.